Parlons justice, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, sympathique attention accordée à Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Merci également à tous nos abonnés des CCTV Ralik officiels, vous qui nous suivez à travers le monde. Grâce également à votre application Radio Ralik FM à retrouver si Play Store, télécharger et suivez-nous à travers le monde. Un clin d'œil à tous nos confrères journalistes qui travaillent à Goma, Bukavu, un peu partout à travers les zones occupées et par le Rwanda. Nous sommes de cœur avec vous, chers compatriotes. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Ce jour, nous allons parler de cet ouvrage. Je vais vous le présenter. Il s'agit d'un ouvrage d'un Congolais, compatriote, Maître Jérôme Nengawe Amundala. Nous le recevons dans ces plateaux de Canal Congo Télévision. Il est avocat auprès de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il a parlé des actes de l'état civil en droit congolais dans un ouvrage porté suppléance, préface de Paulin Mundele Yamba, professeur et avocat général. Nous allons avec lui parler de cet ouvrage qui s'est fait parler de lui. Il faut dire que déjà l'agence congolaise de presse a publié un article cantassé pour résumer cet ouvrage réellement. On va justement avec cet invité que nous recevons pour vous dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission, votre magazine Parlons Justice, évoquer ces différents aspects, les différents chapitres, dire le contenu de cet ouvrage pour connaître justement le pourquoi de sa rédaction. L'auteur est là avec nous sur ce plateau. Je m'en vais recevoir en de vous présenter cet ouvrage. Maître Jérôme Nengawe. Merci d'être là. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur. Vous êtes là pour répondre à nos questions dans le cadre d'un ouvrage rédigé par vous, mais bien entendu, notre rubrique qu'on n'a toujours pas voulu laisser de côté, la question, la principale, de savoir la santé de la démocratie congolaise, parce que nous parlons justice. Vous pouvez aborder les aspects qui vous sont propres dans le cas de cette question magique que nous préférons poser aux différents invités. Je préfère rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs, parce que l'émission est suivie, c'est à l'on a 6.8 MHz également, Radio Liberté Kinshasa, c'est savoir que vous signez votre toute première participation, et pour ça, les auditeurs et auditrices, les téléspectateurs et téléspectatrices ont quand même un droit de savoir l'analyse qu'est fait Maître Jérôme sur la santé de la démocratie en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Bonheur, pour votre question. S'agissant de la santé de la démocratie dans notre pays, c'est qu'il faut rappeler que la démocratie est un processus. Ce n'est pas un état fini. Il y a des avancées, il y a des reculs. Le plus important, c'est de connaître quelles sont les valeurs démocratiques qui fondent la nation congolaise, comment défendre les acquis démocratiques et voir dans quelle mesure s'il y a des choses à améliorer, faire les bonnes réformes pour atteindre l'objectif pour un État qui est celui de donner à ses enfants, à ses citoyens, de quoi manger. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ce que vous déclarez, sous Kabila, hier on a parlé de recul de la démocratie, aujourd'hui sur Tshisekedi, j'aimerais dire, vous évoquez l'aspect social en le disant de façon tacite, quand vous dites que l'État doit donner de quoi manger, l'électricité, l'eau à sa population, j'aimerais dire, est-ce qu'il y a une évolution aujourd'hui? Et fait, même en termes de liberté d'expression? Oui, en fait, il y a certaines questions sociales qui ne peuvent être, qu'on ne peut aborder qu'en donnant un avis personnel, à moins qu'il y ait un sondage ou des statistiques. Mais lorsque l'on parcourt les réseaux sociaux, on se rend compte que beaucoup de gens se plaignent sur le recul de la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté des manifestations. Pour ce qui est du panier de la ménagère, beaucoup de gens se plaignent du taux du dollar. Et donc, quand on voit ces tableaux, on peut se dire que il y a de recul, mais qu'on peut peut-être contextualiser. On sait que depuis 2020, la situation sur le plan économique et social au niveau interne et à l'international n'est pas facile avec la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, ainsi que la crise
russo-ukrainienne. Cela a eu de l'impact dans beaucoup de secteurs sur le plan national, régional et international. Alors, on va lire ce qui est, je dirais, le résumé de cet ouvrage avant de vous recevoir. Je vais également présenter l'auteur de l'ouvrage. D'abord, je commence par là. Jérôme Nongowe Amundala, c'est lui l'auteur, mais je commence par l'ouvrage, comme mon réalisateur m'a aidé à illustrer le miroir même de cet ouvrage. Il parle de l'importance des actes de l'état civil, qui n'est plus à démontrer dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, car ces actes sont des écrits authentiques, estimés par la loi à constater les grands événements de la vie, que sont la naissance, le mariage et la mort. Tous ceux qui ont écrit au Congo sur les droits civils de personnes ont consacré quelques pages traitant de l'état civil, et sans entrer dans le détail, le présent ouvrage comble cette lacune. Ça, c'est l'auteur qui le dit à travers la personne qui a préfacé. En effet, cet ouvrage comprend 6 chapitres intitulés « Des principaux actes de l'état civil »,« Des actes supplétifs d'actes de l'état civil »,« De copies et extraits des actes constatant l'état civil »,« De la possession d'état », de la rectification des actes constatant l'état civil, des actes constatant l'état civil, des actions d'état et de la filiation. M. Jérôme Nongowe Amundala, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, puisque c'est lui qu'il s'agit, est auteur de l'ouvrage dont le titre est « Guide pratique de la détention en République démocratique du Congo, procédure près de juridiction des droits communs et de la Cour pénale internationale ». Le présent ouvrage intitulé « Les actes de l'état civil en droit congolais, portée suppléance » est justement conçu dans le même esprit que celui de son précédent ouvrage si haut mentionné, je les ai cités. En effet, au chapitre 1er, il est question des traits communs et propres des actes d'état civil, ainsi que des interventions dans l'établissement des actes, c'est-à-dire l'officier de l'état civil, le déclarant et le témoin, dans le cas du mariage du mariage d'une part et d'autre part, du système de gestion de ces actes quant à la conservation des registres d'état civil et à leur reconstitution en cas de perte ou de destruction, soit au niveau du bureau d'état civil, où les registres sont établis et tenus, soit au niveau du tribunal de grande instance, du ressort, du barreau, du bureau de l'état civil, soit enfin au niveau du bureau central des actes de l'état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions. Je préfère m'arrêter là, mais poser une question à notre invité avant de le présenter. Par rapport aux actes de l'état civil, parce qu'il a évoqué ça, il dit les actes de naissance, de mariage, de décès, nous sommes au chapitre 1er des principaux actes de l'état civil, sont des moyens documentaires de preuve de l'état civil d'une personne. Le fait qu'une personne ne le possède pas ne signifie pas qu'elle ne soit jamais née, qu'elle ne soit jamais mariée ou qu'elle ne soit pas morte. Ça, c'est ce qu'on peut faire en termes de globalité pour parler en termes de vide. Si jamais il n'y a pas un acte d'état civil, si jamais il n'y a pas un acte de naissance, si jamais il y a un acte de mariage, si jamais il y a l'acte constatant le décès ou la mort, que deviendra quelqu'un qui n'a pas tous ces documents? Est-ce que cela veut dire qu'il ne s'est jamais marié, qu'il n'a jamais été, qui n'est jamais né, ou carrément qu'il n'a pas été, qui n'est pas décédé? C'est la grande question que nous allons poser à notre invité. Alors, Maître Jérôme Nongowe, je vais vous présenter. Je préfère en faire d'une pierre deux coups avant que vous puissiez prendre la parole. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe de 2001 à 2023. Vous avez été consultant au Centre africain des statistiques ACS, section des statistiques démographiques et sociales DSSS, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA. Vous avez plusieurs certifications en enregistrement et statistiques de fait d'état civil de CEA, du groupe de la Banque mondiale, de l'unité d'équité entre les sexes de la Johns Hopkins, je sais pas si John Hopkins. John Hopkins, Blomer School of Public Health, c'est ça? Public Health.
OBLIGAF. Yes, santé publique en anglais. Voilà, du groupe de la Banque africaine de développement de la Bloomberg, c'est ça? Oui. Philanthropie de l'UNFPA, de l'OMS, de l'UNICEF et des Vital Stratégies. Vous êtes apparemment dans le domaine beaucoup plus international en lisant votre présentation, mais vous vous intéressez aux actes de l'état civil. Je vous croyais écrire sur, beaucoup plus sur les organisations internationales. Et en fait, la question de l'état civil et des statistiques de l'état civil intéresse un certain nombre d'organisations des agences des Nations Unies. Particulièrement ici en Afrique, il y a l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il y a le FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population. Et puis il y a aussi la CA, la Convention économique des Nations Unies pour l'Afrique, pour laquelle j'ai travaillé de 2021 à 2023. Donc cette question concerne certaines organisations internationales, mais au-delà de ça, c'est une question qui concerne chaque État, parce que les naissances, les décès et le mariage surviennent au sein des États. Donc les premiers intéressés, le premier à pouvoir prendre à cœur cette question, ce doit être d'abord les États avant que ce soit les organisations internationales. Mais ce sont plutôt des actes privés, hein? Oui, ce sont certains actes, on peut dire, sont privés confidentiels, particulièrement l'acte de naissance, mais certains autres sont publics, c'est-à-dire toute personne intéressée peut y avoir accès, par exemple l'acte de naissance, l'acte de décès ou l'acte de mariage. Il n'y a pas beaucoup de restrictions pour ces deux actes, contrairement à ce qui concerne l'acte de naissance. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir accès à ces actes-là. Et l'accès à ces actes-là par des tierces personnes peut avoir lieu de deux manières, soit par une demande d'une copie ou d'un extrait, soit par une consultation. Mais pour consulter, il faut des autorisations et le Code de la famille fixe les différentes autorités qui doivent donner les autorisations pour avoir accès au registre de l'état civil. Alors, on va aborder le contenu de l'ouvrage, mais bien avant, je vais rappeler quelque chose. Quand il est dit, dans l'extrait de la préface, il est dit que le Code de la famille a été promulgué le 1er août 1987. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a plus de 37 ans, depuis lors, à peine 7 ouvrages relatifs à ces codes ont été publiés par des professeurs d'université. Et c'est pour la plupart dans le cadre de leurs enseignements. On peut comprendre que son chapitre 2 de l'état civil, de son livre 2 de la personne, vise sa technicité, ne peut être que survolé. Ça veut dire que vous avez l'impression, à travers cet ouvrage, que vous avez touché le fond. C'est la première question. Et je vais vous dire, pour la plupart de ces ouvrages, le présent ouvrage comble cette lacune. En cela, il constitue une grande contribution dans le droit civil des personnes. En outre, il peut servir de manuel tant pour l'officier d'état civil que pour le juge du tribunal de paix et du tribunal pour enfants. J'aimerais dire, vous avez l'impression que vous avez comblé le vide, la lacune qu'il y avait dans le Code de la famille qui a été promulgué depuis 1987, mais je rappelle, qui a été révisé en 2016. Oui, effectivement, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 2 ouvrages spécifiques qui sont consacrés sur la question de l'état civil. L'état civil est abordé généralement dans des ouvrages généraux qu'on intitule souvent droit de la famille ou droit de personne. Ce ne sont que des sections ou des chapitres qui leur sont consacrés dans ces ouvrages. Mais depuis l'époque coloniale, il y a le premier ouvrage qui est apparu, c'est à l'époque coloniale, d'un auteur qui s'appelle P. Gillot, qui a écrit sur les actes de l'état civil, mais suivant l'ancienne législation, qui est le décret de 1895. Mais depuis lors, il est difficile ou il n'y a jamais eu un ouvrage écrit spécifiquement sur la question de l'état civil, particulièrement depuis que le Code de la famille existe le 1er août 1987. C'est ainsi que mon ouvrage est le second ouvrage consacré spécifiquement sur la question
de l'état civil en sus de ce qu'avait écrit Pégelot à l'époque coloniale. J'aimerais dire l'élément nouveau que vous apportez. Parce que vous dites que vous avez les soucis de combler la lacune qu'il y a dans le code de la famille. Bien que modifié, on n'a jamais comblé ces vides. Vous parlez de quel vide, notamment, et puis quel est l'élément nouveau, principalement, que vous apportez dans cet ouvrage, avant de vous poser une question, pour savoir pourquoi avoir choisi ces moments précis. Ok. En fait, comme l'a dit le préfacier, le professeur et avocat général Paulin Mounene Yamba, le vide ou la lacune comblée consiste à avoir un ouvrage qui s'intéresse uniquement à la question de l'état civil en lien avec la question de l'état des personnes ou de la famille. Mais la famille a été reprise dans le code de la famille aussi. Oui, effectivement, mais les ouvrages qui parlent de cette question, il n'y en a que 2. Les autres ouvrages, ce sont des ouvrages généraux qui englobent la question de l'état civil comme une simple incise. Comme pour illustrer la chose différemment, par exemple, en médecine, il y a des généralistes et des spécialistes. Donc, il y a des ouvrages qui sont généraux sur la question de l'état des personnes ou de la famille. Non, le code de la famille, en fait, c'est la loi. D'accord. La loi qui est le fondement de la question sur l'état des personnes et de la famille. Vous évoquez la doctrine à cet effet. Oui, en fait, c'est en termes de doctrine que le préfacier parle de combler une lacune. Donc, il y avait une lacune au niveau... Donc, aujourd'hui, s'il y a un problème au niveau de l'état civil, s'il y a de lacune, par exemple, en ce qui concerne l'absence de la rédaction d'un acte dans le délai, vous pensez que c'est l'ouvrage, le seul auquel on peut faire recours? Ok. Ce n'est pas le seul ouvrage auquel on peut faire recours, comme je l'ai dit. Les autres ouvrages qui ont été écrits par des professeurs d'université parlent de la question de l'état civil, mais sans se focaliser uniquement sur la question de l'état civil. Mais moi, je suis allé au-delà. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas à toutes les autres questions qu'aborde le Code de la famille, mais moi, dans le Code de la famille, je parcours tous les articles du Code de la famille qui ont un trait avec l'état civil. De telle sorte que lorsque on veut en savoir profondément et en détail sur la question de l'état civil, mon ouvrage est là pour pouvoir éclairer la personne. Alors, vous dites, je m'aimerais poser la question. On sera à la page 36 de l'ouvrage, mais bien avant, vous évoquez, j'aimerais poser la question, un peu comme un citoyen qui nous suit à la cité, de savoir qu'est-ce qu'on peut entendre des actes de l'état civil en droit congolais. J'aimerais dire que vous nous illustrez ces actes et la spécificité des différents actes. Ok. En fait, les actes de l'état civil, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, ce sont des procès-verbaux qui consacrent certains événements de la vie d'une personne. Et ces événements principaux, ce sont la naissance, le mariage et les décès. Ces événements sont constatés par des actes spécifiques, l'acte de naissance pour la naissance, l'acte de mariage pour le mariage et l'acte de décès pour le décès. Ces différents actes ont des implications juridiques parce qu'ils peuvent aider quelqu'un pour la jouissance ou pour l'exercice de certains droits. Par exemple, pour illustrer, il existe en droit ce qu'on appelle le droit du sang ou le droit du sol en termes d'acquisition ou de reconnaissance de la nationalité de quelqu'un. C'est cet acte de naissance qui permet de dire où est-ce que tu es né, de qui, c'est-à-dire de tel père ou de telle mère. C'est grâce à cet élément-là ou à ces éléments-là contenus dans votre acte de naissance que l'on peut vous dire que vous êtes congolais ou vous pouvez prétendre à être congolais soit par le droit du sang, soit par le droit du sol. Alors, vous évoquez dans votre ouvrage l'article, je dis, le chapitre 1er, toujours des principaux actes d'état civil, je l'ai cité lors de l'introduction. Vous dites, les actes de naissance, des mariages et des décès sont des moyens documentaires des preuves de l'état civil. Un peu comme vous les avez énumérés, d'une personne, le fait qu'une personne ne le possède pas ne signifie pas qu'elle ne soit jamais née, qu'elle ne soit jamais mariée ou qu'elle ne soit pas morte. Est-ce que vous ne mettez pas en cause
l'importance qu'il y a d'élaborer dans le délai les différents actes que vous avez appelés, qui constatent les grands événements de la vie. Oui, effectivement. À un certain moment de la vie, on peut avoir besoin d'un acte, mais pour une raison ou pour une autre, on ne l'a pas. Les différentes raisons qui peuvent faire qu'on n'ait pas un acte de l'état civil, c'est par exemple le fait que dans les délais où vous deviez déclarer l'événement, vous ne l'avez pas fait, et un officier de l'état civil ne l'a pas adressé, ou vous avez obtenu ces documents-là dans les délais, mais vous l'avez perdu, ou il s'est fait que, parce que vous pouvez, si vous avez perdu un acte de l'état civil, vous pouvez en obtenir une copie. Mais vous savez, certains événements qui ont eu lieu dans notre pays, il y a eu des pillages ou des saccages des bureaux de l'état civil, de sorte que même les copies, il n'est pas facile de les avoir. À partir de ce moment-là, si vous êtes dans ces difficultés où vous n'avez pas la possibilité de... Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais existé? Non, vous n'avez pas été né? Oui, c'est-à-dire bien que vous n'avez pas ces actes-là, mais au moins l'événement, puisqu'il s'agit de faits réels, ont eu lieu. Mais prouver ces éléments-là, ces événements-là sera... C'est ça, c'est ça même l'importance, que c'est là même, je trouve, le fondement de l'ouvrage. Vous parlez des actes de l'état civil en droit congolais, porteurs suppléance. Je pense que c'est la deuxième partie qui est plus importante. Oui. Plus importante, bien entendu. Mais Maître Jérôme, j'aimerais poser la question de savoir, vous citez les cas d'une personne qui n'a pas les actes de l'état civil. C'est-à-dire que matériellement, la personne peut-être l'a eu ou pas, mais comment prouver, par exemple, pour le cas de naissance, pour le cas de mariage, pour le cas de décès? J'aimerais que vous puissiez brosser ces différents aspects avant qu'on puisse descendre progressivement pour scripter le contenu de l'ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui. Ah, ok. En fait, on parle de la naissance. Dans le 90 jours de la naissance d'un enfant, les parents ou ceux qui ont assisté à la naissance doivent aller déclarer la naissance auprès de l'officier de l'état civil. Le mariage, il existe deux sortes de mariages. Il existe des mariages célébrés en famille qu'on appelle le mariage coutumier et le mariage célébré devant l'officier de l'état civil. Pour le mariage célébré devant l'officier de l'état civil, il n'y a pas de problème parce que le code de la famille dit juste après, pas juste après, sur les champs, lors de la célébration, l'acte de mariage est délivré aux époux. En ce qui concerne le mariage célébré en famille, les couples ou les époux ont 3 mois pour aller devant l'officier de l'état civil pour faire constater la célébration qu'il y a eu. Alors là, c'est en fait une question qui me vient en tête avant que vous puissiez continuer. Il y a des fois où Godot, par exemple, il a versé la dot, il a célébré le mariage en famille. 5 ans après, il compte faire le mariage civil. Est-ce que vous voulez dire qu'ils sont hors délai, c'est ça? Et c'est à partir de quel moment qu'on constate? À partir du versement de la dot ou c'est à partir de quel moment principalement? Ok. La loi parle à partir de la célébration du mariage en famille. Ah, pas le versement. Non, en fait, la célébration peut se faire le même jour où on verse la dot. D'accord. Mais il faut savoir, en droit congolais, pas de dot, pas de mariage. C'est-à-dire... C'est la condition sine qua non. La condition sine qua non. Pour dire effectivement qu'un mariage existe en droit congolais, il faut qu'on ait versé la dot. Et donc, pour prouver la célébration du mariage, il faut partir de la date à partir de laquelle la dot a été versée. Et à partir de cette date-là, juste... Et cette célébration, une question me revient aussi, est-ce que cette célébration est constatée par une autorité? Parce qu'on peut pas, on risque de le faire et dire qu'on l'a versé hier, par exemple. Ok. La célébration est... En famille. Oui, pourquoi on dit la célébration? Quand on dit célébration, on dit solennité. D'accord. Quand on dit solennité, c'est-à-dire c'est pas fait en cachette. Et on peut le faire au salon, hein? Non, non, c'est pas fait en cachette. C'est-à-dire quoi? Cette solennité, cette célébration est matérialisée par la présence de 2 familles. C'est-à-dire, il y a l'homme, il y a la femme, et puis il y a les 2 familles. C'est la présence de différentes personnes, l'homme, la femme et leurs familles respectives, qui consacrent cette célébration et cette solennité. Ils peuvent être 10, ils peuvent être 15, ils peuvent être 5. Le plus important est que
les deux époux aient manifesté leur Alors, comment volonté. l'État, comment en l'absence d'un acte authentique, l'officier d'état civil peut-il constater qu'il y a eu versement ou qu'il y a eu célébration? Il constate ça à quel moment? Ok. C'est-à-dire, dans les 3 mois de la célébration, les deux époux, ainsi que leurs témoins, doivent aller devant l'officier de l'état civil du ressort du bureau de l'état civil pour lui donner l'information suivant laquelle, à telle date, on a célébré notre... Là, c'est pas l'enregistrement? Non, non, c'est ça l'enregistrement en fait. Ils viennent déclarer pour que l'enregistrement se fasse. Mais l'enregistrement n'est pas automatique. Parce que il faut juste la déclaration. Mais là, on ne célèbre pas. Non, on ne célèbre pas. Un peu comme pour les meilleurs et pour les pires. Ça, Oui, ça n'est pas encore non, non, là. parce que tout, c'est prendre pour le meilleur, le pire a été fait en famille. Ils viennent juste faire une déclaration devant l'officier de l'état civil qui va prendre leur déclaration et puis publier les bons. C'est-à-dire rendre officiel le fait qu'à telle date, tel homme et telle famille se sont dit oui. Là, on attend encore, parce qu'il y a des gens qui viennent dénoncer aussi. Oui, oui, effectivement, c'est ça le but de la publication. D'accord. C'est-à-dire, on publie au bureau de l'état civil et il y a ce qu'on... Ça peut se faire de différentes manières, principalement par affichage, mais aussi à la criée. C'est très souvent dans les villages où il y a quelqu'un qui dépend du chef de secteur ou du chef de la chefferie, qui est en train de passer le communiqué qu'il y a telle personne, un homme et une femme qui se sont mariés, ils sont les enfants de tel. S'il y a quelqu'un... Là, c'est compliqué. Si on vous a promis le mariage, c'est ça. Vous devez vous manifester. Ou si on vous a déjà marié quelque part. Oui, si l'homme était déjà marié ou la femme était déjà mariée, que ceux qui ont l'information viennent donner l'information à l'officier de l'état civil pour que, s'il y a de la preuve que cette personne-là, une des personnes, avait déjà contracté un mariage qui n'est pas dissous, l'officier de l'état civil puisse s'opposer à l'enregistrement et se référer au président du tribunal de paix pour que le tribunal de paix dise oui ou non on peut enregistrer ce mariage. Alors maître, j'aimerais, parce que nous sommes là, avant qu'on puisse aborder l'aspect décès, vous dites en l'absence bien entendu d'un acte ou du respect du délai, la conséquence maintenant par rapport au mariage, la célébration ou l'enregistrement, si vous avez dit ça doit se faire dans les 3 mois. Oui. Dans les 3 mois suivants, les versements ou la célébration du mariage en famille. Mais quand maintenant ce n'est pas fait, quelle est la conséquence juridique de cette absence, de la non-observance du délai? Oui, donc je peux le résumer de trois manières. Premièrement, il y a les effets du mariage en soi. La loi dit que ce mariage est valable, mais il est opposable aux époux et aux personnes qui ont y pris part. C'est-à-dire, s'ils ont organisé, ils ont célébré le mariage, ils étaient 15. Ça peut être opposable qu'à ces gens-là. Qu'à ces gens-là. Toutes les personnes. Même si on violait votre femme ou le viol est déjà une infraction, même si on le. Non, je parlais de l'adultère plutôt. Oui. Même si votre femme commettait l'adultère, à l'absence de l'enregistrement, vous ne pouvez pas vous plaindre en justice. Ah, ok. Mais c'est là maintenant où je vais parler du troisième effet. Donc, le premier effet est que le mariage est valable entre les époux et ceux qui ont y pris part. Le deuxième effet est que les enfants qui naissent de ce mariage sont légitimes. Ils sont comme tous les autres enfants nés dans un mariage célébré. Alors là, il n'y a pas à terrain. Non, non, non. Troisième chose, ces personnes-là doivent, si par exemple, comme vous avez parlé de cas d'adultère, l'un des époux va accuser en justice l'autre pour adultère, il y a ce qu'on appelle la question préjudicielle. On ne va pas entendre la question de l'adultère avant que les époux n'aient fait enregistrer leur mariage. Donc ils doivent d'abord faire constater que le mariage est valable, célébré en famille. Dès qu'il y a une décision, entre autres du tribunal de paix, qui a autorisé l'enregistrement de ces mariages, c'est alors que
on peut poursuivre pour est, adultère. Mais est-ce que là, ça va, comment on appelle la non-rétroactivité ne va pas intervenir, j'aimerais dire. Comment concevoir qu'on puisse poursuivre bien après quelqu'un qui n'a pas été marié civilement parlant, un homme par exemple qui aurait commis un adultère, ou une femme pour un fait qui n'a pas été légalement protégé. Ok. En fait, le code de la famille est clair sur ce point-là. Ce mariage-là est valable à partir du moment où il a été enregistré. Célébré. Célébré seulement, en famille. Célébré. Il est valable. Donc on peut poursuivre quelqu'un en héréditaire. Mais maintenant, pour les autres effets, d'accord, il faut d'abord que le mariage soit préalablement enregistré. Il faut savoir que pour ce qui est de l'infraction, il existe ce qu'on appelle l'infraction, l'intention. Quelqu'un peut commettre une infraction sans avoir l'intention de la commettre. Par exemple... Il ne savait pas que vous étiez marié. Oui, oui, oui. Et l'époux adultérant a fait tout pour que vous ne sachiez pas qu'il était marié. Donc, surtout que là, il n'y a pas encore les bagues, hein, les alliances. Non, non. En famille. Non, non. Le code de la famille ne parle à aucun... Alors, c'est aussi un autre problème. Donc, dès que vous avez célébré en famille, vous pouvez... Non, vous pouvez porter... Nulle part on évoque cela? Non, dans le code de la famille, vous ne verrez pas l'anneau ou mais cette pratique, est-ce que c'est contre les games? Contre les games, je ne pourrais pas dire, mais c'est entré dans la coutume que pour manifester leur attachement mutuel... Ou c'est une mise en garde indirecte? Non, peut-être. Alors, maître Jérôme, on va finir par le dernier acte d'état civil. Vous parlez de l'enregistrement ou le constat du décès. Et si on ne le fait pas, la loi donne combien de temps pour quand la famille ou les proches de la personne qu'on appelle des couillous, je n'ai pas dit des couillous, les défunts puissent être constatés, qu'on enregistre devant quel service? Okay. Le décès le constat, la déclaration du décès a lieu dans le mois du décès. Donc vous avez un mois pour déclarer un décès qui a eu lieu. Un mois? Oui. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, durant cette période, vous n'avez pas, par exemple, droit d'ouvrir une succession? Oui. De couillus? Oui. En principe, oui. On ne peut pas ouvrir la succession d'une personne sans amener la preuve que cette personne est réellement décédée. Et juridiquement, la preuve acceptable pour dire qu'une personne est décédée, c'est l'acte de décès. Et à qui est-ce qu'on doit apporter ces documents? Ou devant quelle autorité? C'est toujours l'officier de l'état civil qui constate, devant qui on fait la déclaration de naissance, qui célèbre le mariage ou qui l'enregistre. Et c'est lui aussi devant qui l'on déclare le décès. Qui sont les officiers de l'état civil? C'est le bourgmestre de la commune, le maire de la ville, le chef des secteurs, le chef des chefferies, ainsi que le responsable ou de consulat ou des ambassades. Par exemple, l'ambassadeur a qualité d'officier de l'état civil, le consul aussi a qualité d'officier de l'état civil. Alors, je me revenir ici les actes supplétifs. Là, vous avez parlé du délai. Vous avez parlé du principe. Parlons des exceptions. Oui. En cas de non-enregistrement du mariage, dans le délai, je me dis la non-célébration, déclaration dans le délai, le mariage n'a pas été déclaré ou enregistré dans le délai, après 3 mois, la personne décède, plus d'1 mois, on ne déclare pas, mais on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de prouver qu'on est né, on doit aller en Europe, on a besoin de ces documents, on doit prouver à qui que ce soit, comme vous avez parlé cas d'additeur, je n'ai pas les documents, j'ai été victime d'un pillage, d'un braquage, d'un vol dans mon véhicule, j'ai laissé les documents, j'en ai plus, je ne peux pas prouver que je suis marié, mais cette dame dit qu'au Balangawapi par exemple, et puis parce que simplement, sachant que j'ai perdu les documents, l'acte de mariage, admettons que même au niveau, parce que notre service ne sont pas numérisés, que faire pour prouver au monde, prouver que je réellement été devant l'officier d'état civil pour célébrer ce mariage, je suis né réellement à Guadeloupe, le 2 février d'une certaine année, la personne que pour le compte de laquelle nous sommes venus ouvrir cette succession,
est bel et bien décédé, alors qu'on n'a aucun document parvenu vers nous. Comment prouver cela, maître? C'est vraiment le contenu même de cet ouvrage, j'aimerais dire. Ah, ok. Donc, à mon sens, hein. Ok. J'aimerais dire une chose. Premièrement, il arrive que l'événement a été constaté. D'accord. Et puis, vous perdez le document. Dans ces cas-là, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un jugement supplétif. Puisque vous pouvez avoir les copies à travers les registres de l'état civil qui sont conservés au bureau de l'état civil où on a déclaré l'événement, au niveau du tribunal, du greffe du tribunal de grande instance et ainsi qu'au bureau central de l'état civil ici au ministère de la Justice. Mais maintenant, il peut se passer maintenant deux autres événements. Premièrement, vous n'avez jamais déclaré l'événement ou vous êtes en impossibilité d'obtenir la copie parce qu'il n'existe pas, les registres sont perdus ou détruits au niveau des différents endroits où ils sont conservés. Dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que vous avez besoin d'un jugement supplétif. Que ce soit pour la naissance, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour les décès. Mais il faut insister sur un point. Pour le mariage célébré en famille, mais non enregistré, vous n'avez pas besoin d'un jugement supplétif. Vous avez besoin plutôt de demander une autorisation au tribunal de paix du lieu où le mariage a été célébré pour que le tribunal autorise l'officier de l'état civil à pouvoir enregistrer le mariage. Dès que le mariage est enregistré sur base de l'autorisation du tribunal de paix, s'il arrivait maintenant que vous perdiez votre acte de mariage ou que les registres sont détruits et que vous ne pouvez pas en avoir une copie, c'est à ce moment-là, pour ces mariages à l'origine célébrés en famille, vous pouvez maintenant demander un jugement supplétif. Alors, j'aimerais dire, la place des actes que nous obtenons à l'état civil, pour il y a des documents, par exemple, les actes, il y a certains documents pour le compte de démarche de voyage que vous maîtrisez plus que moi, j'aimerais dire, qui n'ont rien à voir avec la naissance, rien à voir avec les décès, rien à voir avec les mariages. Quelle est la place de ces documents, ces différents documents, dans l'ouvrage que vous avez ici présenté, maître Jérôme? Parce que là, il y a des documents que nous courons, des attestations, de tout ça et tout ça. Vous connaissez mieux que moi que ces documents. La place de ces ouvrages-là, et quels en sont la portée ou le porteur juridique? Okay. En fait, c'est une pratique contre la loi qu'on appelle contre legem, mais d'une certaine manière encouragée par le législateur qui consacre ce qu'on appelle les attestations. D'accord. Attestation de naissance, attestation de mariage, attestation de décès. Le code de la famille ne reconnaît pas ces documents-là qu'on appelle attestation de naissance, de mariage ou de décès. Le seul document qui est reconnu par le code de la famille, c'est l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès, et il y a une certaine procédure à suivre pour pouvoir les avoir. C'est-à-dire que pour ceux qui voyagent, j'aimerais vous relancer, okay. Ceux qui voyagent, qui ont perdu leurs documents, quand ils vont chez l'officier d'état civil pour obtenir les attestations, c'est en réalité pour besoin de la cause. Mais en soi, ça ne représente pas le sens de ces documents. Et pour l'avoir dans le sens légal du terme, que faire si on a perdu? Ok. En fait, très souvent, c'est pour voyager que les gens viennent demander la plupart des cas. Mais les ambassades sont devenues très regardants. Il est rare, ici à Kinshasa ou au Congo, de trouver une ambassade qui va vous accorder un visa sur base d'une attestation de naissance. Mais il y a même des jugements supplétifs, des documents qui sont délivrés, aussi lesquels on ne mentionne pas qu'il s'agit d'un jugement supplétif. Ce sont des faux, on peut dire. On dit acte de naissance, sans pour autant que ça soit le fruit d'un jugement, par exemple, supplétif. On délivre ça comme ça par l'autorité. Et okay. ça sort même des mariages. On ne mentionne pas qu'il s'agit d'un duplicata ou d'un supplétif. Oui, en fait, il est possible qu'il y ait des cas de fraude,
Mais même sur ce point-là, les ambassades sont devenues très regardants lorsque un On n'est pas document... numérisé, maître Jérôme. Oui, c'est là le plus grand défi de l'état civil au Congo, c'est que c'est pas digitalisé, mais des efforts peuvent être faits pour pouvoir arriver à cette digitalisation, mais le chemin est encore long. Alors, maître Jérôme, vous nous faites le résumé de l'ouvrage en 1 minute. Si vous a été demandé de vous résumer ce que vous avez écrit, et vous le faites en lingala, pour tous ceux qui vous suivent, vous regardez la caméra. Vous allez dresser un mot, un message à tous ceux qui vous suivent, l'expérience que vous avez, le pourquoi de cet ouvrage en lingala et faire le résumé de cet ouvrage à des mots. Pourquoi est-ce que maître Jérôme l'a rédigé? Maître Jérôme a commis ouvrage où il y a les actes de l'état civil en droit congolais pour Nani, pour Makambotali, Kobotama, Likambotali, Kobala, Likambotali, Liwaya Moto. Et la famille, et tout ça. Pourquoi est-ce que maître Jérôme a commis ouvrage à noter les caméras aussi ces émissions d'ambition? Ok. Beaucoup on a komaki ezolo bela mikanda oyo babengaka ba acte de naissance, acte de mariage, acte de décès. Oeza ba preuve oyo la kisaka ke par exemple pour un acte de naissance, mutu songolo abotama place boye na date boye na mutu boye o baza baboti na ye. Document wana eza na ya motuya parce que parmi ba éléments oyo koki kosala ke baloba ke oza congolais ou pas congolais eza document oyo acte de naissance parce que à travers ba parents na yo ne ba ko pesa yo ba bengaka ko bénéficier na yo ba benga yus sanguinis et okoloba droit à travers les sangs. Document on a pendé au Lakisake, au Botama par exemple na Kinshasa, na commune ya Bandalou. Vous avez des pères et des mères. Au co bénéficier na la nationalité congolaise sur base ya droit yané. Même Mukanda yango papa akufi. Mais preuve ni yo komema pona ko Lakisake yo za mwana ya papa wana eza parce que papa, tango yo botamaka akenda ko déclarer par mokonzi o babengaka officier de l'état civil atia kombo na ye na kati atia kombo ya mama atia pe kombo na yo yango nde la kisike oza mwana ya papa wana okozala na ba droit oyo papa o esengelo ozwa parce que papa le héritier par exemple lokola héritier acte de mariage pe eza beaucoup mususu pona batu oyo babalana kobalana na Congo elingi olobake dot epesamaki soki dot epesamaki te soki libala ezala te moko ya ba preuve ya libala ezalaka oyo babengaka acte de mariage oyo ezala délivré par officier de l'état civil yango nde entre autres ekolakisa que ponaki comme régime matrimonial que communauté universelle des biens, communauté réduite aux acquis ou séparation des biens de bakomango na kati acte de mariage yangonde soki mobali awe ezana ba droit o esengeli kozala nango en tant que veuf ou veuf preuve ekolokisa ke bozali na kati ya libala eza acte de mariage. Acte de décès pe eza soki ndeko na yo akufi il faut faire constater liwana e epai ya officier de l'état civil. Sima Sanzamoko. Au plus tard. Na kati ya Sanzamoko. Na kati ya Sanzamoko. Buku wana nde eza preuve que mutuango akufaki. Na devant la loi koloba ke mutu o akufaki sans koya na document wana mibeko indimi yango te. Pour que mibeko indima il faut ya na document wana. Soki ezate il faut luka mécanisme mususu. Il faut luka mécanisme. Na ba document soki ezate. Il faut luka mécanisme mususu oyo ba bengaka. C'est sur base de la procédure et à suppléance, acte de notoriété ou bien jugement supplétif. Alors, les actes de l'état civil en droit congolais, les actes de l'état civil en droit congolais, portée suppléance, préface de Paulin Mounene Yamba Yamba, professeur avocat général. On a parlé avec notre invité du jour, maître Jérôme, je rappelle qu'il est avocat après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il était notre invité du jour. On a parlé avec lui de cet ouvrage. Je pense que ce ne serait pas la première, la dernière fois. On va vous recevoir encore pour évoquer d'autres aspects de cet ouvrage qui, je pense, est très riche. Avec plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir été le nôtre, maître Jérôme. Avez-vous un mot, le dernier, peut-être? Oh, c'est
Sinon, le dernier mot serait toujours que... Où trouver l'ouvrage? L'ouvrage est disponible dans différentes librairies de la place, librairie des Grands Lacs, à l'hôtel Memling, au Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa, Gombe, ainsi que chez d'autres bouquinistes. Voilà, vous pouvez également contacter Maître Jérôme par mon canal, par le numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Portez-vous bien, au revoir. Merci à Moron Djambé qui était derrière à la régie finale. Merci à Christian Banjolo, Bruno Zinga, Doudou Motiri à la production. Merci à Irben Kanyema du côté de la radio et Junior Kassanda qui m'ont aidé à réaliser et à présenter cette émission. Marité Godot était derrière toutes les caméras. Il y a une centaine dans ces studios, parce que ça fait office de studio. Si c'est plateau de Canal Congo Télévision, Maître Jérôme, merci d'avoir été nôtre. Avec plaisir de vous retrouver prochainement. Et bon week-end chez vous. Merci beaucoup, bonheur. Ça toujours